Dans cette capsule, on va parler de techniques d'échantillonnage. Donc, pour l'échantillonnage, il y en a deux ensembles de techniques. Il y a l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage non aléatoire. De façon générale, on sait que lorsqu'il y a une population, la population, ça peut être de vrais individus, par exemple l'ensemble des citoyens canadiens, ça peut être l'ensemble des bouteilles de jus d'orange fabriquées par une usine, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc une population donnée, on s'intéresse à étudier une caractéristique, par exemple une variable statistique qui nous intéresse, une variable d'intérêt. Ça peut être une variable quantitative, c'est une quantité telle que le poids, la taille, la durée, etc. Ça pourrait être une variable qualitative, la marque du téléphone mobile, la couleur des yeux, ou autre. On peut s'intéresser par exemple à la moyenne, par exemple le poids moyen, la taille moyenne, la durée moyenne dans la population. C'est ça qui nous intéresse a priori. Donc on souhaite trouver la valeur moyenne, par exemple, n, d'une variable statistique x dans une population donnée de taille n très grande. Taille grand n très grand. Trouver la taille moyenne d'un citoyen canadien, trouver le poids moyen d'un paquet de biscuits fabriqué par d'une marque donnée, trouver la quantité moyenne de nicotine dans un paquet de cigarettes, trouver la proportion de gens qui seront intéressés par un nouveau parfum qu'on souhaite lancer sur le marché, trouver la proportion de gens qui vont voter pour un certain parti politique lors des prochaines élections, etc. Donc ça dépend de ce qui nous intéresse, la caractéristique qui nous intéresse dans cette population. De façon générale, il est impossible d'observer tous les individus de la population. Il est impossible donc de faire un recensement. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parfois, la taille est trop élevée. Imaginez qu'on souhaite connaître les intentions de vote des citoyens canadiens. Si on va interroger tous les citoyens canadiens, ça va être trop compliqué. La taille est trop élevée. Les individus sont très dispersés dans l'espace et dans le temps. Il y a des citoyens canadiens un peu partout, etc. On ne va pas tous aller les contacter. Ils peuvent être dispersés dans le temps également. Et ça peut être très coûteux. Vous imaginez si on interroge tous les citoyens canadiens, etc. Donc, pour un tas de raisons, il est impossible d'interroger tous les individus de la population. On peut prendre quelques autres exemples. On veut s'intéresser au poids moyen d'un paquet de biscuits fabriqué par une marque. On peut pas prendre tous les paquets, ils sont déjà fabriqués, une partie est dans le commerce, une partie est déjà consommée. C'est impossible. On peut s'intéresser au comportement, par exemple, au risque, le risque sur le conducteur d'un accident fait avec une voiture d'une marque donnée. On va pas tester toutes les voitures, sinon on va cracher toutes les voitures, on va toutes les... Donc il faut prendre peut-être quelques-unes et faire des tests, simuler un accident et mettre donc une espèce d'un mannequin à l'intérieur avec différents récepteurs par exemple. Vous avez sûrement vu des cas comme ça de vidéos. On montre l'impact d'un accident d'une voiture donné sur le chauffeur ou sur les conducteurs ou sur les passagers, etc. On ne peut pas tester toutes les voitures, bien évidemment. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre toute la population. On ne peut pas faire un recensement. Dans ce cas-là, il faut faire quoi? Eh ben, il faut faire un sondage, il faut faire il faut prendre un échantillon. Une partie de la population, on prend une partie de cette population, on observe ce qui se passe dans cette partie, dans cet échantillon, et on généralise ce qu'on a observé, on le généralise sur la population entière. Voilà, par exemple, si on s'intéresse au poids moyen d'un paquet de biscuits, on peut prendre un échantillon, 10, 20, 50 paquets, 100, puis on va voir après, est-ce que c'est bien de prendre juste 10 paquets ou il faut 500 paquets, etc. Donc, échantillon de taille n, on observe la moyenne x bar, et bien on prend cette moyenne comme une estimation, on va la rapprocher de la vraie moyenne qui est dans la population, mais qui, elle, est inconnue. Voilà. Donc, on prend un échantillon de taille petit n, la population, sa taille est grand N.
Donc, un peu de terminologie. Population, tous les individus. Ça peut être des personnes, des voitures, des paquets de cigarettes, des hôpitaux, ce que vous voulez. À qui les résultats doivent s'appliquer. Les résultats de notre étude doivent s'appliquer. Un échantillon, c'est une partie de la population. Dans la plupart des cas, la taille de la population est trop importante pour que l'on puisse étudier tous les individus qui la composent. Une unité statistique, c'est un individu de la population. Il peut s'agir bien sûr d'une vraie personne, d'un sujet, il peut s'agir d'une voiture, d'un foyer, d'un hôpital, etc. Ça dépend ce qu'on est en train d'étudier. Les phénomènes d'intérêt, c'est la caractéristique qui fait l'objet de l'étude, le poids, la taille, la marque préférée, etc. Donc c'est la variable statistique. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? L'échantillonnage, c'est la méthode qui permet de choisir notre échantillon. C'est ça qui nous intéresse dans ce chapitre essentiellement. Comment choisir notre échantillon? Sondage, enquête statistique appliquée sur l'échantillon. Voilà. Un estimateur, c'est un résultat estimé à partir des données observées dans l'échantillon. C'est un résultat observé sur l'échantillon qui nous permet d'estimer la valeur réelle dans la population, avec un certain degré d'incertitude. Exemple, on prend la moyenne observée dans l'échantillon. Si on s'intéresse à la moyenne, à la taille moyenne d'un citoyen canadien, ben, pour un échantillon, on prend la moyenne de cet échantillon, on va dire ça c'est un estimateur de la vraie moyenne qui est dans la population. Et bien sûr, il y a un certain degré d'incertitude, etc. La base de sondage. Alors, la base de sondage, c'est des listes qui contiennent tous les individus de la population. Ça peut être des listes informatiques ou des choses comme ça. Voilà. Donc, si on veut faire une étude sur les hôpitaux, ben, c'est la liste des hôpitaux. Si on veut sur les étudiants de cégep, ben, il faut avoir des listes de tous les étudiants du cégep. Si l'étude concerne uniquement les études du cégep de Granby, ben, il faut avoir les listes de tous les étudiants du cégep de Granby, etc. Donc, c'est des listes qui contiennent tous les individus de notre population. Donc, bien sûr, une unité qui ne fait pas partie de la population ne doit pas figurer. Exemple, si on souhaite interroger les citoyens canadiens, ben, il ne faut pas avoir des listes avec des gens qui sont déjà décédés, etc. Ou des doublons. Bien sûr, il ne faut pas avoir des listes qui contiennent des doublons. Avec cette base, avec cette liste, c'est là qu'on va piger notre échantillon. C'est là qu'on va sélectionner notre échantillon. La taille de l'échantillon. Bien sûr, plus l'échantillon est grand, mieux est la précision sur l'estimateur. Si je m'intéresse à la taille moyenne des citoyens canadiens, ben, si vous avez un très très grand échantillon, tant mieux. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'avoir un échantillon qui contient 10 000 personnes. Avec un échantillon d'une centaine, ou peut-être moins, ou peut-être un peu plus, on peut avoir un bon estimateur parce qu'on n'a pas besoin d'un estimateur au millième près, au dixième millième de près, etc. Ça dépend qu'est-ce qu'on étudie, mais donc en général, plus la taille de l'échantillon, mieux est. Mais il faut trouver un compromis parce que c'est coûteux d'avoir un très grand échantillon. En général, c'est très coûteux. Donc il faut faire un compromis. Bien sûr, si on prend un petit échantillon là, on risque d'avoir des résultats qui sont complètement éloignés de la vraie réalité de la population. Donc, il faut avoir un compromis. On considère qu'au moins, il faut avoir 30 unités statistiques dans l'échantillon pour avoir au moins un petit avis sur la chose. Donc, moins de 30, ce serait vraiment pas bon. Et si on peut avoir 50, 60, 100, 200, c'est encore mieux. Les méthodes d'échantillonnage. Donc, les méthodes d'échantillonnage, on considère deux ensembles de méthodes. Les méthodes probabilistes, ou on les appelle les méthodes aléatoires, échantillonnage aléatoire. Les méthodes non probabilistes, raisonnées ou empiriques. Dans les méthodes aléatoires, on distingue méthode aléatoire simple, méthode stratifiée, méthode par graphe, et échantillonnage systématique. Échantillonnage raisonné, bien non probabiliste, empirique, il y a la méthode échantillonnage par quota, déconvenance ou aléatoire, ou à l'aveuglette plutôt, échantillonnage selon le jugement, et l'échantillonnage de volontaire. Ça, l'ensemble de méthodes principalement qui existent
principalement. Donc, on va s'intéresser d'abord aux méthodes probabilistes. On a dit qu'il y en a 4. On va voir quoi elles consistent. D'abord, c'est quoi l'ensemble de méthodes sondage probabilistes? Ce sont des ensembles de méthodes, on dit aléatoire ou probabiliste, parce que chaque unité de l'échantillon a, chaque unité de la population a la même probabilité de figurer dans l'échantillon. C'est la même probabilité de figurer dans l'échantillon. Donc, ceci permet de généraliser l'estimation du phénomène à la population d'un tissu d'échantillon, d'apprécier la marge d'erreur, le degré d'incertitude de l'estimateur. Donc, les échantillonnages probabilistes sont plus intéressants dans le sens que chaque individu a la même chance de figurer dans l'échantillon. Parfois, de conséquence, ça nous permet de généraliser mieux ce qu'on observe dans l'échantillon, de le généraliser sur l'ensemble de la population. Échantillonnage aléatoire simple. Simple, vraiment, c'est un tirage aléatoire, random. On a des listes dans notre base de sondage, des listes de tous les individus de la population. On fait un tirage aléatoire. Donc, la méthode aléatoire simple, chaque sujet de la population a la même probabilité d'être inclus dans l'échantillon et maximise la possibilité de conclure pour toute la population. Donc, il requiert d'avoir une base de sondage avec des listes préétablies de tous les sujets, par exemple la liste de tous les producteurs, de tous les foyers, de tous les citoyens, etc. Et comment on va tirer ça au hasard? Eh bien, on peut utiliser par exemple un ordinateur qui va simuler des nombres aléatoires, etc. Bon, illustration, donc on a chaque individu a un numéro, il figure dans une liste. On tire au hasard. C'est comme au loto, c'est comme les boules de tirage au loto. On tire, par exemple, on veut un échantillon pour simplifier de 5 personnes. Et ben, on tire 5 numéros au hasard. Ah, on a des moyens sophistiqués, donc. Concrètement, juste on tire des numéros au hasard et puis on va aller dans notre base de sondage. On va voir c'est qui numéro 2, c'est qui numéro 5, c'est qui numéro 6, etc. Et c'est ça notre échantillon. C'est ça notre échantillon. C'est la méthode la plus simple. Le sondage aléatoire simple permet de limiter la taille de l'investigation. Les avantages, réduire les coûts de l'investigation par rapport à un recensement bien sûr, mais ça tous les sondages le permettent, mais au moins on a une meilleure qualité d'observation chez chaque sujet. Les délais d'obtention des résultats c'est plus rapide. Il est nécessaire d'avoir une base de sondage fiable. Si on souhaite interroger les citoyens canadiens et qu'on a des listes, ben, il faut que tout le monde de presque soit encore vivant dans la liste et qu'il n'y a pas de doublons, etc. Sinon, ça risque de fausser complètement les résultats. Il peut être très coûteux si les individus sont dispersés dans l'espace ou le temps. Imaginons, on souhaite interroger les citoyens canadiens, on prend un échantillon de 500 personnes ou 200 ou même 100 au hasard. Vraiment au hasard, random. Et là, on se rend compte qu'il y a déjà un citoyen qui est en Italie, dans notre liste, un autre qui est en Australie, un autre qui est quelque part en Afrique ou en Europe, ou je sais quoi. Échantillon, c'est juste une partie de la population. Ça risque d'être très coûteux quand même, parce qu'ils sont pris tellement au hasard que les individus de cet échantillon risquent d'être très dispersés dans l'espace ou dans le temps. Voilà. Donc, une autre méthode de sondage, c'est le sondage stratifié. Donc, échantillonnage stratifié. Vous avez des strates, ce sont des couches. Donc, l'échantillonnage est constitué par un sondage aléatoire simple par strate. Donc, il y a des strates et à l'intérieur de chaque strate, on fait un tirage aléatoire simple. Voilà. Donc, c'est quoi un strate finalement? Admettons qu'on a notre population, on la subdivise en plusieurs strates, plusieurs couches, plusieurs groupes d'individus différents. Et les individus de la même strate ont une caractéristique commune.
peut-être le revenu moyen d'un foyer ou d'un citoyen canadien a une influence sur les intentions de vote. Alors, on va décider de copier la population, de stratifier en strates. On va voir les personnes qui gagnent moins de 30 000 dollars par année, entre 30 et 60 000, entre 60 et 80 000, etc. Plusieurs strates, admettons 4 strates. Et là, on voit dans notre population exactement combien il y en a. Admettons, il y a 20% de la population qui gagne moins de 50 000 dollars. Et bien, notre échantillon, 20% de notre échantillon doivent être des individus qui gagnent moins de 50 000 dollars. Ça, c'est toute la population. Pour simplifier, toute la population, il y a 40 individus. Nous, on souhaite prendre un échantillon, par exemple, qui a 8 personnes. 8 personnes. Et bien, on va prendre 4 au hasard ici. Bien sûr, au hasard, 1, 2, 3, 4, par exemple. Ici, on va prendre 3. Ici, on va prendre une personne. Voilà. Donc, selon la proportion de la présence à l'intérieur de chaque strate. Et bien sûr, chaque individu doit faire partie d'une seule strate. Voilà. Donc, on a la première strate. Par exemple, les individus qui gagnent moins de 20 000, entre 20 000 et 80 000, 80 000 et 100 000, plus de 100 000 dollars par année. Là, dans la population, il y a par exemple 20%, et bien notre échantillon va continuer à 20%. Et bien si notre 20% dans notre échantillon, je ne sais pas, c'est 21,7, et bien vous voyez qu'on ne peut pas prendre 21,7 personnes. On pourra prendre 22 personnes, des gens qui gagnent moins de 20 000 dollars. Ici, si on a 37,1 personnes, et ben on va pas prendre 37, on va prendre 37 personnes, etc., etc. Mais le principe c'est le même. Et la taille finale de notre échantillon, c'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. La méthode stratifiée permet de parer au problème de sous-représentativité. Imaginons dans la population, il y a un sous-groupe d'individus qui est très peu présent. Exemple, juste 1% des individus qui ont cette caractéristique, mais qui est intéressante pour nous, pour notre étude. Si on fait juste un tirage au hasard, les individus qui ont cette caractéristique, peut-être, ne vont même pas être dans notre échantillon, tellement ils sont très peu nombreux dans la population. Peut-être il va y avoir moins, pas du tout présents ou très peu présents. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment recommander la méthode stratifiée pour que tous les individus de toutes les différentes catégories soient présents dans notre échantillon. Et pour avoir de conséquences, les résultats peuvent facilement être généralisés sur toute la population. Sinon, on risque de sous-estimer ou surestimer la fréquence d'un phénomène quelconque à cause de ce groupe qui est sous-représenté. Donc la méthode stratifiée peut être meilleure que le tirage aléatoire simple. Donc exemple, choisir par échantillonnage stratifié 10 étudiants dans un groupe de 400 en tenant compte du fait que 60% d'entre eux sont en formation continue et 40% sont dans l'enseignement régulier. Si je veux 400 étudiants, vu que notre échantillon va contenir 10 étudiants, donc 4 étudiants, on va les choisir parmi les étudiants de l'enseignement régulier et 60 de la formation et 6 étudiants de la formation continue. À l'intérieur de l'enseignement régulier, les 4 étudiants doivent être choisis par un tirage aléatoire simple et pareil pour les 6 étudiants de la formation continue. Parlons de sondage en grappe, ou échantillonnage en grappe. Donc une grappe, vous voyez, c'est un ensemble d'individus regroupés comme ça, dans un coin, dans un endroit où il est facile de les sonder. Concrètement, donc dans certains cas, il est difficile d'obtenir un échantillon d'individus indépendants les uns des autres. Il peut être plus facile d'enquêter dans un lieu où ils sont rassemblés. Admettons, je m'intéresse à une enquête sur les étudiants du cégep de Granby. Il est plus facile de questionner les étudiants d'une seule classe. Donc chaque classe peut être
c'est une grappe. Donc on peut sélectionner quelques grappes au hasard. On va avoir la liste de toutes les grappes, la liste de toutes les classes. On choisit quelques grappes au hasard, 2, 3, 4, tout dépend. Et puis on va dans la grappe, on va dans la classe, on questionne tous les individus de cette grappe. Et donc c'est comme ça qu'on construit notre échantillon. Vous voyez qu'il est motivé essentiellement par la facilité du fait que les étudiants, du fait que les individus de la population sont regroupés dans des grappes. Et on peut imaginer d'autres exemples, évidemment, avec le même principe. Donc ici, on considère donc qu'on va prendre tous les éléments de la grappe. On prend tous les éléments de la grappe pour construire notre échantillon. Et les grappes, on les choisit au hasard, dans l'ensemble de toutes les grappes possibles. Les avantages, il n'est pas nécessaire de disposer d'une base de sondage des individus. Donc on a besoin juste d'une liste de grappes, puisque c'est les grappes qu'on va tirer au hasard. Et puis voilà, inconvénient, le sondage est moins précis que le sondage aléatoire simple, parce qu'il y a des grappes qu'on a exclues, c'est pas, si le comportement est différent dans les autres cégeps, pour une raison particulière, on ne sait pas. L'analyse doit prendre en compte l'effet grappe, ce qui est complexe. Ça, c'est pour les inconvénients. Dans le tirage systématique, on tire un numéro au hasard. Admettons ici, donc, on tire un numéro entre 1 et 3. On va voir tout à l'heure pourquoi, justement, entre 1 et 3. Parce que le pas, c'est 3. Le pas égale 3. On va voir pourquoi le pas égale 3. Donc, on tire un numéro au hasard. Admettons, c'est 1 le numéro. 1 plus 3, ça va être 4. Donc, on prend le 4. On prend le 7. On prend le 10, etc. C'est comme ça qu'on choisit notre échantillon. Donc, juste le premier chiffre est tiré au hasard. Le reste, ça devient systématique. C'est une méthode qui est très utile très utilisée pour le contrôle des qualités, par exemple. Si vous allez dans une usine pour contrôler la qualité des produits, on utilise beaucoup cette méthode. On choisit un objet au hasard, une bouteille de jus d'orange au hasard, et puis par exemple, on va dire chaque 15, on va prendre une note, ou bien chaque 20, ou chaque 150, etc. Maintenant, comment choisir le pas? Ben, le pas, admettons, vous avez 100 individus dans la population. Eh ben, il faut choisir, et quand on choisit, on veut 10 personnes, eh ben, le pas, ça sera 10. Voilà. Par exemple, on a un échantillon de 40. On a une population de 40 individus qu'on veut un échantillon de 3 personnes. Eh ben, le pas, on veut un échantillon de 15. 40 sur 15, ça donne à peu près un pas de 3. 40 sur 15, c'est 2, donc on va choisir un pas de 3. On choisit un numéro au hasard entre 1 et 3, et puis le reste va être choisi de façon systématique. Voilà, l'entier voisin. Comment choisir le pas? L'entier voisin de n sur n. On divise la population, la taille de la population sur la taille de notre échantillon. La taille de l'échantillon, c'est nous qui la décidons. Une fois on a décidé du pas de sondage, on va tirer au hasard un entier d entre 1 et le pas de sondage. Et une fois on l'a décidé, on a choisi ce d, puis les autres membres seront d plus r, d plus 2r, d plus 3r, etc. Pour l'échantillonnage systématique, avantage, on va dire, facile à sélectionner parce qu'un seul individu est choisi au hasard. Bon, mais ce n'est pas tellement un avantage, même avec les ordinateurs, si on choisit plusieurs au hasard, ça ne change rien du tout. On peut obtenir une bonne précision parce que ça permet de répartir l'échantillon dans l'ensemble de la liste. De façon un peu homogène, mais il faut faire attention au cas où il y aurait une périodicité dans les données. Les données peuvent être biaisées, donc les résultats peuvent être biaisés si jamais il y a une périodicité. Admettons qu'on fait par exemple une étude sur le déplacement des citoyens par autobus. On souhaite, sur toute l'année, on souhaite un échantillon de 50 jours. Si jamais on utilise la méthode systématique pour construire notre échantillon, 365 sur 50,
Ben, on va avoir une période de 7 virgules, donc une période de 7, un pas de 7. Notre échantillon, donc, chaque 7 jours, on va prendre un. Et on se rend compte qu'à la fin, on n'a pris que le même jour de semaine, tous les vendredis, ou tous les samedis, ou tous les dimanches. C'est sûrement pas un bon moyen de construire un échantillon, vu que notre intérêt, c'est le déplacement des citoyens sur toute l'année, et non pas uniquement les vendredis ou uniquement les samedis. Donc lorsqu'il y a une périodicité dans les données, la méthode systématique peut donner des résultats très mauvais. Peut donner une construction d'échantillons très mauvaise, et donc les résultats qui vont suivre également ne seront pas bons. Mais cette méthode est vraiment très utilisée pour le contrôle de qualité. Donc, admettons donc on a 400 individus, on veut un échantillon de 100. Donc 400 sur 100, on a un pas de sondage R égale 4. Donc il y a 4 choix possibles. 4 choix possibles, notre pas de sondage. Donc soit je commence par 1, et là donc c'est 1, 5, 9, etc. jusqu'au bout. Donc on prend un pas, enfin on commence par le premier chiffre qui est plus petit que le pas. Soit on peut commencer par 2, par 3 ou par 4. Donc on a 4 échantillons possibles pour notre échantillonnage systématique. Si la population est distribuée au hasard dans la base de sondage, un échantillon systématique donnera des résultats similaires à ceux des échantillons de l'échantillonnage aléatoire. Donc c'est vraiment le hasard qui définit la distribution de ces. Mais si ce n'est pas le cas, donc on a dit qu'il est très utilisé au contrôle de qualité, mais si ce n'est pas le cas, comme on l'a vu pour les jours de semaine, ça pose problème si on prend toujours le même jour de semaine. Parlons maintenant des échantillonnages non probabilistes, raisonnés ou empiriques. Donc il y en a 4 par quota, à l'aveuglette ou par convenance, selon le jugement et échantillonnage de volontaires. L'échantillonnage de convenance ou bien accidentel et à l'aveuglette, imaginez, vous allez dans une manifestation, parce que c'est plus simple que là-bas que vous allez trouver plein de gens, c'est plus facile pour vous de faire le sondage. Et là, vous interrogez les gens que vous voyez dans la rue, que vous rencontrez dans la rue. Vous allez à l'entrée d'un bistrot, dans un supermarché, etc. Donc, vous rencontrez des gens, vous les interrogez. Et bien ça, il est motivé par la commodité ou la facilité. C'est le principe motivateur de cette méthode de sondage. Donc on interroge par exemple les gens qui sortent d'une bibliothèque, qui sont à l'intérieur d'une manifestation, etc. Et il y a une méthode d'échantillonnage volontaire. Donc les méthodes non probabilistes sont moins bonnes, bien sûr, vous rendez compte. Si on va être dans une manif, on interroge les gens sur le parfum préféré ou je ne sais quoi, c'est probablement pas la meilleure manière de construire un autre échantillon. Euh, Son échantillonnage de volontaires, ça, on n'a pas le choix. Parfois, pas des études, par exemple. On va tester un vaccin, l'efficacité d'un vaccin contre la Covid. Ben, on va pas tirer au hasard les citoyens, puis on va aller leur dire, eh, vous êtes tirés au hasard dans un sondage, viens, je vais tester sur toi le nouveau vaccin que je viens de mettre sur le marché. Ça marche pas comme ça. Donc, on fait une annonce, on motive les gens par l'argent généralement, on attend les volontaires. C'est très utilisé en médecine, etc., en psychologie ou autre chose pour tester des vaccins, des médicaments, etc. Et bien sûr, on encourage les gens par les moyens financiers, parce que c'est pas tout le monde qui va aller devenir un cobaye pour un nouveau médicament. Et parfois, les participants ou les volontaires peuvent subir un examen pour voir s'ils possèdent les caractéristiques requises à l'enquête.
Donc, bien sûr, vous voyez, il y a des limites par rapport à ça. Euh, Parce que, voilà, par exemple, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population pour qu'on puisse généraliser ce qu'on vient d'étudier sur l'échantillon. Sinon, ça risque de ne pas être fiable. Voilà, donc s'il s'agit du truc, mais bien sûr, il est déconseillé. S'il s'agit d'étudier l'effet d'un médicament, on ne peut pas faire autrement. Mais s'il s'agit d'une autre étude, par exemple l'étude d'une opinion, l'étude de l'opinion des gens sur quelque chose, sur un sujet donné, c'est pas le meilleur moyen. Parce que probablement, on va attirer, si on appelle les gens volontaires, on souhaite probablement voir l'opinion des gens sur l'accueil des réfugiés. On va faire un sondage et on décide de faire un truc aux volontaires. Probablement, c'est les plus extrémistes qui vont venir répondre à l'étude. À l'étude. Voilà, donc il n'est pas, en général, il n'est pas conseillé, mais parfois, on n'a pas le choix lorsqu'il s'agit des études cliniques, etc. Échantillonnage par quota. Ça ressemble à l'échantillonnage donc stratifié, similaire à l'échantillonnage stratifié. On a vu. On a vu dans l'échantillonnage stratifié, on coupe la population en plusieurs strates, plusieurs groupes, plusieurs quotas en quelque sorte. À l'intérieur de chaque strate, on fait un tirage aléatoire simple. On tire les individus d'une même strate au hasard. Avec la méthode des quotas, à l'intérieur de chaque strate, c'est le sondeur qui choisit lui-même. C'est pas tiré au hasard. C'est lui qui choisit lui-même, parfois de façon arbitraire, ou des unités statistiques qui font partie de l'échantillon. Voilà. Et là, on a la même chose, c'est que la proportion, toujours, elle est sauvegardée. Si on a 50% de bleu dans la population, on doit avoir 50% de bleu dans l'échantillon. 37,5% de rouge. Dans la population, on doit avoir 37,5% de rouge dans l'échantillon. Échantillonnage jugé. Donc ça, c'est une méthode qui consiste à choisir les éléments de manière plus ou moins arbitraire, selon le jugement du sondeur. Puis on peut, exemple, on teste un médicament sur les singes. Le sondeur pense qu'il y a 50% de femelles et 50% de mâles dans la forêt. Alors on construit un échantillon 50-50. Donc ça, c'est le jugement du sondeur qui nous a construit, qui nous a conduit à faire ça. Dans l'échantillonnage jugé, le sondeur ne connaît pas forcément la proportion des individus dans chaque strate. Il y a sûrement des strates, ce serait bien de les connaître pour choisir l'échantillon, mais souvent ce n'est pas le cas. Donc il utilise son jugement, plus ou moins fondé, afin de construire l'échantillon, mais parfois il peut être erroné son choix. Exemple ici, on voit dans la vraie population, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, alors que dans son échantillon, le sondeur, selon son jugement, il a décidé de mettre plus de bleu que de rouge. Il faut penser à l'exemple des singes de la forêt dans lequel on a mis 50-50 par exemple. Alors que peut-être en réalité, c'est pas comme ça que c'est distribué les individus de la population. De façon générale, la qualité d'une estimation repose sur la précision et sur l'absence de biais. La représentativité de l'échantillon et la qualité garantie par une estimation sans biais. Donc, si votre échantillon est représentatif de la population, si on prend un échantillon pour savoir l'opinion des citoyens canadiens et qu'on prend que des femmes, c'est clair que ça ne représente pas, n'est pas représentatif de la population. Donc, pareil, si on veut connaître l'opinion aux élections, aux prochaines élections, on prend que des chauffeurs de taxi, ce n'est pas représentatif de la population, etc., etc. Donc, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population et il faut qu'il soit de qualité, donc tiré avec des méthodes probabilistes, etc. Il y a toujours, même si on utilise un excellent échantillon représentatif, même si l'échantillon de qualité, il y a toujours des incertitudes sur la valeur de l'estimateur. Si on veut estimer la proportion de personnes qui vont voter pour un quelconque parti, il y a toujours une erreur par rapport à la population globale. De façon générale, lorsqu'on a un estimateur qui n'est pas biaisé, admettons c'est le centre, c'est la vraie valeur,
ben notre échantillon, il va être pas mal proche. Mais si on refait un autre échantillon, pas mal proche, pas mal proche. Chaque fois qu'on refait un échantillon, pas mal proche, mais ils ont tous tendance à être plus ou moins autour de cette moyenne, qui est la vraie moyenne vue qu'on voit dans la population. Mais s'il y a un biais quelconque dans la construction de l'échantillon, des choses comme ça, même si on refait un autre échantillon, un autre, on risque d'obtenir à chaque fois des résultats différents, mais les résultats différents ne sont pas centrés autour de la vraie moyenne dans la population. Ils ne tournent pas autour de la moyenne. Donc là, il y a un biais. Même si on essaie de refaire un échantillon et un autre, on risque de ne pas avoir la même chose.